Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver ce soir à notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 21h45, avec les résultats des disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, le foot, le basket, le hand, le volley, de la voile, on fait Noël de la voile ce soir. Et puis sur le plateau des invités, comme d'habitude, à ma gauche, le président de la Ligue de hand, Frédéric Flamand. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV. Et puis j'ai eu l'honneur de recevoir ce soir un athlète de haut niveau. Bonsoir Dimitri Desmonnières. Bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous. Et puis pour présenter cette émission avec moi, non, je vais commencer par d'abord... Non, c'est la parité, commencez par Philippe. Non, mais... Bon. Par Gisèle Richer, que je ne cesserai de remercier. Il faut pas. Et puis Philippe Blanc, qui revient. Chanté, oui. Revenons, Gisèle. Ah oui, c'est la fois dernière, il n'était pas présent. Bonsoir à tous. Non, mais que l'occasion que je souhaite que je souhaite les meilleurs vœux à tout le monde. D'accord. Ben voilà, voici avec nous, messieurs, dames. Et on va commencer avec le football, les résultats de la... Alors, le résultat de la première division, à savoir le trophée Gérard Janvion, et pour la poule A, il y a eu des rencontres. C'était vendredi soir où l'US Marinoise a écrasé le Good Luck 4-0. L'Aiglon s'est incliné devant le Golden Lion 2-1. Le CSK Pilote a battu également le CO Trenel 4-1. Le Golden Star a aussi battu le Club Pélien 2-1. Ce qui fait, en matière de football, pour le classement de la régionale 1, on retrouve en tête de classement le Golden Lion avec 37 points, suivi du CSK Pilote 34, 32 points pour l'Aiglon, 31 points pour l'US Diamantinoise, 27 points pour le Club Péléen, 25 pour le Golden Star, 16 pour le Good Luck et 13 pour le CO Trenel. Et la prochaine journée, toute cette 13e journée pour la R1, ce sera le 14 janvier prochain. Ce sera donc à partir de 15h30, l'US Diamantinoise sera face au Club Péléen. L'Aiglon rencontrera le Good Luck, le CO Trenel, le Golden Lion et le CSK Pilote, le Golden Star. En ce qui concerne la poule B maintenant, pour toujours le trophée de la régionale 1, l'US Robert s'est incliné devant le club franciscain 1-0. La Samaritaine 1-0 face au RC Saint-Joseph. L'Assaut s'est aussi incliné devant la CVR près 2-1. Et 4-1 pour le club colonial qui rencontrait le New Club. Au classement, toujours en tête le club colonial avec 37 points. Suivi du club franciscain de la Samaritaine avec 33 points. 29 points pour le RC Saint-Joseph. 27 pour l'Assaut. 26 pour le New Club. 21 pour la CVR près et 20 points pour l'US Robert. Pour cette 13e journée, à partir de 15h30, le CS Saint-Joseph rencontrera le club franciscain, le club colonial, la Samaritaine, la CVR Prix, le New Club, et l'Assaut sera face à l'US Robert. Et nous passons à la poule 2, à la régionale 2, si vous voulez bien. Le trophée Charles-Alfred pour la poule A. Le Sporting Club Lamantinois a battu, le New Star qui a battu le Sporting Club Lamantinois 4-2. L'Éveil a battu la JSC Calvitus 3-1. Un but partout pour l'Éclair et le Stade Spiritain, tout comme l'Espoir de Sainte-Luce et l'ASC Mondel. Et le Sainte-Anne, l'Entente Sainte-Anne et le CS Vauclénois. Et le match en ce qui concerne le RC Rivière Pilote et l'Olympique, les résultats ne sont pas parvenus, ce qui fait qu'au classement, le CS Vauclénois et le Stade Spiritain gardent en tête de classement avec 38 points, suivi de l'Olympique 34 points, le RC Rivière Pilote 32, l'Éveil 30, en compagnie de l'Éclair. 26 pour le Sporting Club Lamantinois, 24 pour la SC Gondel. L'Espoir de Sainte-Luce, 21 points à la 10e avec l'Entente Sainte-Anne. À la 11e place, 17 points pour le New Star. Et la JS Eucalyptus, Lanterne Rouge avec 16 points. Vendredi 13 à 20h, le New Star sera face à l'Entente Sainte-Anne. La JS Eucalyptus rencontrera le Sporting Club Lamantinois. Le Stade Spiritain sera face à l'Espoir de Sainte-Luce. Et le samedi après-midi, 15h. Ce sera l'Olympique, 15h30, l'Olympique sera face à l'Éveil, le CS Vauclénois à l'Éclair. Et le samedi soir, 19h, la SC Gondel rencontrera le RC Rivière Pilote et l'Olympique l'Éveil. Et dans la poule B, au classement, on retrouve l'US Riveraine. Ah ben c'est vous? Vous êtes en tête avec 43 points? Oui. Eh bien, il y a des titis par là. Avec une seule défaite. Avec une seule défaite pour le moment. Bien. Vous regardez la tête du classement, suivi du Real de Tartane, 39 points. Un petit point d'essor Préchotin. La 4e place, Émulation, 35 points. La S-Monde des S, 34 à la 5e place. L'Excelsior, la 6e, 31 points. Le Réveil Sportif, 28 points en compagnie de la Gauloise à la 7e respectivement et la 8e place. 24 points pour l'UJ Monroe. À la 10e place, on retrouve l'Étendard avec 23 points. L'Océanique, 15 points. Le RC Lorrain, Lanterne Rouge à la 12e place avec 10 points. La 13e journée pour cette poule B sera à 20h le vendredi 13. Le RC Lorraine face à l'Excelsior. Et le samedi après-midi, l'Essor rencontrera l'Émulation, l'UJ Mongo, le Réveil Sportif, le Réal, la Gauloise, l'Étendard, l'US Riveraine et la S-Monde des S, l'Océanique. Voilà pour le foot.
À noter quand même que mercredi soir, au stade du Achille, se joue à la finale départementale de la Coupe Vive. Absolument. Entre le Golden Lion et Et le c'est pas Club l'US Franciscain. River. C'est pas l'US River, hein? Le Non. Golden Lion et le L'US River n'a rien fait. pour le moment. Attendez. Le Golden ça Lion, m'énerve. le club franciscain, c'est à partir de 20h, À partir c'est de ça? 20h au stade du Au Achille. stade du Achille. Ben, on va au hand avec les résultats de la deuxième journée, il me semble. Oui, deuxième journée, donc on commence par les dames en pré-national. L'Arsenal a dominé le réveil sportif 28-23, l'UJ Redoute a battu l'AS Ducos 27-26 et le match entre l'Entente et le MEG et l'Étoile de Gondou a été reporté. Donc au classement, donc en tête l'Arsenal avec 6 points, devant le Réveil Sportif 4 points en compagnie de l'UJ Redoute. Quatrième l'Entente MEG avec 3 points, cinquième l'AS Ducos avec 2 points et sixième et dernier l'Étoile de Gondou avec un seul point. Donc Non, je disais au niveau de la technique, peut-être qu'il y a un petit souci au niveau du blocage des vidéos. Vous pouvez continuer. Donc, on parle également du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe. Donc, Un tirage au sort qu'il y a eu samedi après-midi à Dans les locaux RCI. absolument, dans les studios d'RCI. Monsieur le Président était tout heureux. Avec une main heureuse. et une main innocente, j'imagine. Toujours. Avec les Donc, résultats. alors, ce qui donne comme rencontre, donc la SC Ducos qui recevra l'Étoile de Gondou, l'Entente MEG qui recevra le HBC Pilotin, l'Arsenal qui recevra l'UJ Redoute, le match phare peut-être, et le Réveil Sportif qui recevra l'Aiglon. Alors, Président, les compétitions qui ont repris après 2 ans d'inactivité, vous pouvez crier, enfin, ouf, ça y est. Crier ouf, pas exactement, puisque les difficultés demeurent. Mais c'est vrai que nous avons retrouvé les terrains avec plaisir, quoi. Mais vous savez bien que pendant la pandémie, il y a eu de beaux résultats quand même, et nous avons perduré avec les seniors. C'est plus chez les jeunes que nous étions en difficulté. Là, avec la saison 2022-2023, en début de saison, nous avons des difficultés, parce que nous avons dû faire un séminaire pour expliquer au président de club la difficulté, comment le renouvellement passe par aller chercher les jeunes un peu partout, à l'éducation nationale, et les jeunes qui sont de plus en plus volatiles, puisque pendant 2 ans, ils avaient plus accès au terrain. Donc, un jeune, ça préfère rester devant sa manette, etc. Donc, et je remercie tous les présidents de club, tous les bénévoles pour les efforts qu'ils ont faits, parce que là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous avons environ 800 licenciés jeunes, de quoi nous permettre de démarrer un championnat jeune qui va commencer à mi-janvier. Et chez les adultes, vous avez retrouvé les anciens, ceux qui étaient plus ou moins en difficulté? Chez les adultes, nous avons eu moins de difficultés, puisque les adultes, c'est le terme un peu péjoratif de la championne, ils jouent pour gagner, et nous avons moins de difficultés à les faire venir, à les faire jouer. Et donc, on a pu avoir un super résultat l'année dernière, à savoir le titre de championnat sur la une de l'Arsenal. Gagner un titre, c'est quelque chose. Le conserver, c'est mieux. Donc, sans faire injure aux autres équipes, parce qu'on a vu que les batailles, il y a de belles équipes. Réveil Sportif n'a pas dit son dernier mot. L'Entente MEG, l'Entente des aides gauloises, l'UJ Redoute. Donc, sans faire injure à ces équipes-là, mais nous espérons qu'une équipe martiniquaise pourra conserver ce titre que l'Arsenal nous a ramené l'année dernière, quoi. C'est vrai qu'on retrouve souvent beaucoup d'entente, quelle que soit la discipline, en matière de volley, en matière de foot même aussi, on le voit également dans le hand. Ça sous-entend qu'il y a effectivement un manquement dans cette tranche de compétiteurs, cette tranche d'adultes. Il y a 2 sortes d'ententes. Il y a des ententes pour combler un déficit d'effectifs, mais il y a aussi des ententes pour aller chercher l'excellence, pour viser la performance. Je pense que l'entente Monde des aides gauloises qui vise plutôt la performance, puisque ce sont des clubs qui n'ont pas de problème d'effectifs. Donc 2 types d'ententes, le règlement le permet. Donc voilà, on fait avec. Ce sont les nouvelles donnes. C'est vrai qu'il y a une difficulté administrative, parce que qui dit entente dit obligation sportive derrière. Donc il faut quand même expliquer au club qu'il y a des obligations à remplir.
j'en reviens au renouvellement, c'est toujours ça, aller chercher les jeunes. Ouais. Donc, nous ne sommes pas une ligue nous ne voulons pas imposer, nous essayons d'accompagner, de faire comprendre au club que le nécessaire renouvellement passe par le développement, aller chercher des licenciés jeunes. Je répète, l'éducation nationale nous devons trouver des moyens plus facilitatrices pour pouvoir entrer. Nous entrons déjà, mais d'autres process pour... Voilà. Et nous avons aussi notre nouvelle pratique, le beach handball, le beach handball qui a eu un beau résultat, qui nous a ramené un bon résultat de Colombie. La Martinique qui était la seule ligue, oui. La Guadeloupe n'y est pas allée, n'a pas été qualifiée, ni la Guyane. Et nous avons eu, nous sommes sortis 6e sur 6, mais nous avons vraiment montré les couleurs martiniquaises, puisqu'il y a une jeune qui a été repérée, qui est sortie parmi les meilleurs buteurs. Et par rapport aux ententes, vous avez donné des échéances aux dirigeants de club sur un laps de temps quand vous allez vous allez chercher à l'éducation nationale la relève. Est-ce que pour ces ententes, il y a des échéances qui sont prévues? C'est vrai qu'au niveau des échéances, je pense que vous êtes une experte avertie. Non, nous faisons preuve de souplesse parce que, sincèrement, les ententes normalement doivent se conclure au mois de mai. Voyez, donc et là nous en sommes encore acceptés. C'est un peu notre spécificité. Nous devons accompagner. Si nous ne faisons pas ça, c'est la porte fermée. Nous n'allons pas empêcher au club de fonctionner. Donc sincèrement, il faut vraiment trouver un équilibre. Un accompagnement. C'est vrai que tout ça c'était le passé, Président. Mais qu'est-ce qui est prévu pour cette année, pour cette saison 2022-2023? Nous allons reprendre les sélections puisque le Handzag revient. Normalement, au mois de Pâques, les vacances de Pâques, au mois d'avril, le Handzag, c'est le tournoi entre Martinique, Guadeloupe, Guyane, est organisé par la Ligue de Guyane, normalement, avec une équipe invitée brésilienne. Donc, le handball revient pour les sélections seniors. Nous espérons que nous pourrons y être. Et puis, il y a les compétitions beach handball, puisque l'année dernière, nous avons fait la Coupe de France des territoires à Dunkerque. Nous allons continuer cette année à Lille. Et puis, il y a aussi la campagne IHF, puisque nous avons les moins jeunes, les U20 sont partis au Mexique avec, ils sont sortis troisième, je crois, avec un meilleur Mélien qui a eu le titre de meilleur demi-centre. Donc, vous voyez que le handball martiniquais continue d'être visible sous la zone, quoi. Se porte bien, on ne va pas dire. En tout cas, existe, retrouve ses lettres de noblesse. On ne les avait pas perdues, quoi. Mais il faut revenir et c'est vrai que souvent nous nous comparons avec la Guadeloupe, la Guyane et tout. Nous sommes un peu fers de lance sur le territoire, mais nous essayons de garder notre place. Vous n'avez pas mentionné la Nationale 2 et la Nationale 3. Vous y participez quand même, après le championnat. Oui, puisque en fait, c'est le champion ultramarin qui, en fonction de sa position, joue soit en National 1, soit en National 1. Donc l'équipe martiniquaise est dans la National 1, donc nous prenons le plus. Oui. Philippe, vous n'avez pas de Donc, en fait, il y avait déjà un élément de réponse. Les U20 sont de nouveau en compétition. Est-ce qu'il y a d'autres équipes de jeunes qui sont sur le pont? Au niveau, à quel niveau? Au niveau IHF, donc en compétition caribéenne. Alors, les U20 et les U18, nous n'avons pas été invités, mais bon, c'est un problème administratif. Mais alors, pour l'IHF, c'est une année garçon, une année fille. Donc, cette année, c'était les U18 et le U20. En U18, c'est nos amis guadeloupéens qui continuent, qui ont été qualifiés. Et en U20, nous avons fini 3e, donc nous en restons là, quoi. L'année prochaine, ça va passer au U10, U20 féminin. Président, nous savons que vous êtes très sollicité en ce début d'année. Vous devriez partir. Donc, avant de partir, vous pouvez présenter vos vœux aux téléspectateurs. Oui, merci de ces circonstances. Merci de me permettre de présenter mes vœux les meilleurs au monde sportif martiniquais en général et singulièrement aux handballeurs. Je veux revenir sur... Non, on ne va pas revenir sur les 2 années qui se sont écoulées parce qu'on a fait preuve de résilience, on a fait preuve... Là, maintenant, nous voulons essayer de retrouver une normalité, essayer de fonctionner. Donc, merci à vous, les médias, de nous donner cette visibilité pour faire revenir encore une fois les licenciés. Nous avons vraiment besoin de vous. Nous avons besoin du public pour accompagner nos joueurs sur les terrains. Nous avons besoin des parents pour accompagner les enfants. Nous avons besoin des enfants. Faites des enfants parce que nous avons la Martinique est un territoire vieillissant.
Vraiment, donc, la note d'espoir, c'est Faites des ça. enfants. Nous espérons pouvoir fonctionner et parce que vraiment, le sport, je ne vais pas revenir sur ces bateaux, on connaît les vertus du sport, mais c'est vraiment toute la vertu sociale et sociétale du sport. Et le handball doit prendre sa place comme tous les autres sports. Donc, je dirais à tout le public, à tout le monde martiniquais de se sporter bien et puis de continuer comme ça. En tout cas, merci Président d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir de revenir, de retrouver Gisèle et vous tous. Et vous tous. Il n'y a, Merci il y a beaucoup. que moi qui le reçois, ouais, parce que Voilà, comme il a dit de c'est- faire des enfants, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Peut-être Ben, on va poursuivre Président. avec notre invité, je dirais vedette ce soir, Dimitri Desmonnières. Que devenez-vous? Eh bien, aujourd'hui, je suis, après ma carrière de sportif de haut niveau, j'ai eu un parcours dans l'accompagnement. J'ai changé de casquette dans le milieu sportif, mais j'y suis toujours resté. Donc, j'ai accompagné pas mal de groupes de sportifs et notamment de sprinters, donc d'où je viens. Et donc, j'ai été pendant plusieurs années, de 2015 à l'année dernière, entraîneur de l'équipe de France de relais, de sprint. Et puis depuis cette année, j'ai de nouvelles fonctions au niveau du sport national. Donc je suis directeur du pôle athlétisme sur l'INSEP, donc l'Institut national du sport et de l'expertise de la performance, où bien en fait je suis en charge de tous les sportifs de haut niveau avec une échéance à moyen et à court terme. Donc à court terme, on a les championnats du monde de Budapest à préparer. On a également les championnats du monde paralympique, parce que j'entraîne aussi des athlètes paralympiques. Donc on aura des championnats du monde à Paris pour les athlètes handisport. Et puis à moyen terme, on a les Jeux olympiques à Paris, et les Jeux olympiques et paralympiques à préparer sur Paris. Justement, vous êtes en Martinique pour la préparation de l'équipe de relais, il me semble. Hein? Alors, non, Comment je ça ne se suis passe? plus en charge de l'équipe de relais, mais j'entraîne un groupe de sprinters qui se préparent individuellement donc pour les grandes échéances. Donc, en plus de ma mission de responsable de pôle de l'INSEP sur l'athlétisme, j'entraîne donc des athlètes de haut niveau qui sont Timothée Adolphe, qui est un athlète non-voyant avec son guide, avec ses guides, parce qu'il a plusieurs guides, il y a plusieurs spécialités, le 100 mètres et le 400 mètres. J'entraîne également Pamela Losange, donc une athlète guadeloupéenne, mais licenciée en métropole, née en métropole, qui est vice-championne de France du 200 mètres, qui elle aussi s'inscrit dans un processus de qualification pour les Jeux Olympiques, et également le petit prodige du sprint français sur les S, Sacha Zoya, en compagnie de Ladji Doucouré, avec qui on travaille. Donc on collabore tous les deux sur le groupe d'entraînement. Ladji Doucouré, donc je rappelle, qui a été champion du monde, double champion du monde en 2005, avec notamment Ronald Pognon sur le relais 4x100 mètres, notre sprinter martiniquais qui a été le premier français à descendre sous les 10 secondes, et qui a été aussi champion du monde du 110 mètres haies la même année. Donc on travaille ensemble avec le petit Sacha Zoya, qui est un athlète bourré de talent, qui est double recordman du monde du 110 mètres haies, et qui est également champion du monde et champion d'Europe de son épreuve. Donc il a fait sa rentrée chez les seniors l'année dernière au championnat du monde de Eugene et au championnat d'Europe de Munich. Et donc voilà un petit peu le groupe d'athlètes que je suis dans leur projet sportif. Vous voulez que je pose une question? Est-ce que tout ce petit monde, ce n'est pas l'arbre qui coche la forêt? Est-ce qu'il y a une relève? Quand on voit un peu, particulièrement aussi en Martinique, comme disait le président du hand tout à l'heure, toute cette jeunesse qui parfois part de la Martinique, qui reste là-bas, est-ce que vous avez aussi des contacts avec ceux-là? Alors effectivement, il y a besoin d'un renouveau dans le sport de manière générale, dans le sprint également. Dans le sprint martiniquais, on a eu d'illustres athlètes de ma génération. Je citais tout à l'heure Ronald Pognon, mais on a eu également Fabrice Caligny, David Allaire, Teddy Delépine, qui tous ont pris part au sprint. Alors là, je ne parle que des garçons. Au sprint de l'équipe de France, on a eu beaucoup de femmes. Actuellement, on a
a de jeunes sportifs qui montent. On en a qui sont déjà bien établis dans le milieu mondial, comme Ludwig Vaillant, spécialiste du 400 mètres haies. On a Priam, Aymeric Priam, qui a pour la première fois participé à une grande compétition comme les championnats du monde de Eugene avec le relais 4x100 mètres. Et puis on a la petite Lilou Martial qui elle aussi a pris part à cette équipe de France. Et puis j'espère que il y aura un vrai renouveau. Il y a d'autres disciplines effectivement. Thierry Baptiste, donc qui fait partie de mon pôle justement sur l'INSEP, qui a participé au championnat d'Europe sur les épreuves combinées, qui est aussi très très bon sur l'épreuve de la perche. Donc on a des fers de lance, et ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes qui arrivent derrière suivent cette route-là, la voie qui a déjà été tracée par d'autres athlètes martiniquais. Et puis le souhait le plus cher qu'on ait, c'est qu'on ait un maximum d'athlètes aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais pour cette jeune génération, on les verra peut-être briller un peu plus tard lors des Jeux de Los Angeles 2028. Vous avez parlé de ces athlètes qui font le bonheur de l'athlétisme martiniquais. Pendant l'histoire, le président de la Ligue d'athlétisme a reçu ces athlètes, même s'ils n'étaient pas là, puisqu'on sait qu'ils préparent les différents championnats. Et ça se passait vendredi soir à la Villa Chantecler. Je crois qu'on va voir les images après. Après. Oui, on va voir les images vers la fin, si vous voulez bien. Ok, pas de souci. Et je sais pourquoi. Ok. On a changé le programme exprès. Alors, lors de votre séance de formation, est-ce que vous venez ici aussi pour détecter des jeunes athlètes? Alors principalement non, je suis venu pour préparer profiter des bonnes conditions météorologiques et puis préparer la saison hivernale. Dans ma mission, je suis pas en détection des jeunes. Par contre, je me rends disponible pour les entraîneurs, la ligue si besoin, s'il y a des besoins d'échange, de communication, il n'y a pas de souci là-dessus. Je m'entraîne actuellement sur le stade Louis Achille et je rencontre pas mal de jeunes, donc je connais bien des entraîneurs qui étaient là avant mon arrivée, qui y sont encore aujourd'hui, et donc ça me donne l'opportunité de discuter avec certains jeunes qui veulent savoir un petit peu le processus d'accessibilité au très haut niveau. De toute façon, comme il restera avec nous, donc il va nous commenter également les nouveaux juges, les jeunes juges qu'il a dû voir vendredi soir, d'ailleurs, à la Villa Chantecler. Donc, si tu veux bien, on passe au volet. On passe au volet. Bonsoir, Président. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir Monsieur Marajo, bonsoir l'équipe, toute l'équipe de Sportez-vous. Bonsoir. Dimitri Desmonnières, content de te voir donc en Martinique. Ça fait toujours plaisir de voir les athlètes de haut niveau, et c'est souvent ce qui nous manque dans certaines disciplines. N'oublie pas le pays. Voilà, n'oublie pas le pays, c'est important. Alors Président, le volet, comment ça s'est passé et comment ça va se passer? Comment ça s'est passé? Eh bien, comme la crise. Nous n'avons pas de joueurs ukrainiens. Donc, cela s'est plutôt bien passé sur ce début de saison, parce qu'il faut quand même vous dire que, et vous le savez bien, que pendant 2 années, nous avons été au fond du trou, donc dans tous les domaines, que ça soit le jeu, que ça soit les organisations, que ça soit les formations. Ça a vraiment été 2 tristes années pour le volleyball. Et donc, notre challenge, c'était de repartir du bon pied. Et donc, cette année, nous avons mis un gros accent, avant de parler sport, sur la formation. La formation de tout ce qui peut se faire au volleyball. On part du joueur, bien sûr, avec récemment donc les centres régionaux d'entraînement qui ont connu, ça fait quand même quelque temps que je suis au volleyball, un succès que je n'avais jamais connu. Donc les jeunes sont de retour plus que jamais au volleyball. Nous avons donc aussi des formations d'arbitres où nous avons donc mieux digéré la venue donc de la feuille de match électronique avec toutes ses subtilités. Nous avons eu des formations d'arbitres, des choses qui ont été extrêmement positives, des retours que j'ai, et donc bientôt ça sera au tour des dirigeants et présidents de clubs, trésoriers, les gens du comité, donc d'avoir une formation, parce que je pense qu'il faut que l'on vive avec l'actualité, que l'on vive avec des données qui sont récentes, parce que la législation, quelle qu'elle soit, que ça soit dans l'accompagnement des jeunes, dans la formation des adultes, évolue, et donc nous on se doit de suivre ça. Maintenant, avec tout cela, il faut parler un peu sport, et c'est vrai que
La partie sportive, nous l'avons commencé au mois d'octobre avec des formules de championnat différenciées parce que vous savez que la jante féminine est ultra représentée dans le volleyball. Donc cette année, nous n'avons pas pu coordonner de manière complète les championnats féminins et les championnats masculins. Là, je parle de seniors. Hein. Et donc, nous allons nous acheminer tout doucement puisqu'il y a eu plusieurs phases. Hein. Il a fallu qu'on retrouve le train-train, l'habitude, l'envie de jouer et que maintenant, avec cette nouvelle année, en 2023, nous allons, dès la fin du mois, passer à une nouvelle phase qui est une phase décisive, qui est la phase qui va effectivement décider de qui seront les lauréats pour les playoffs de cette année. Voilà. Donc ça, c'est une belle partie. Je voudrais rajouter aussi que la formation, nous l'externalisons beaucoup. Certes, nous nous appuyons sur la Fédération française de volleyball, mais vous savez que nous avons une envie de proposer aux jeunes Martiniquais et Martiniquaises ce qui se fait de bien autour de nous dans la Caraïbe, dans la Grande Caraïbe, et ce qui leur permet aussi d'avoir une bibliothèque de manière de faire, de manière de jouer, de manière de procéder tout à fait différentes. Et donc en cela, nous avons donc conclu un accord avec la Fédération dominicaine de volleyball, la République dominicaine, qui est une fer de lance dans la Caraïbe et même dans le monde. Donc ça, c'est le premier partenariat. Nous avons Cuba, à travers la Norseca, qui viendra pour nous travailler sur des aspects des jeunes, puisque le président flamand, mon confrère en parlait, ce sont les jeunes qu'il faut effectivement travailler. Et nous savons que l'école cubaine est une très très bonne école dans ce domaine-là. Et nous terminerons parce que le processus ne s'arrête pas simplement dans le jeu, mais il s'arrête aussi dans l'accompagnement du joueur, dans la réalisation, dans la concrétisation de sa scolarité. Et donc au mois de mars, et là j'espère que vous nous inviterez à nouveau avec nos partenaires à venir expliquer ce que nous mettons en place, c'est-à-dire un partenariat très fort avec les universités américaines, de manière à ce que les jeunes volleyeurs martiniquais et martiniquaises puissent se construire un cursus américain, nord-américain. Il n'y a aucun problème, Président, nous allons vous inviter. Mais vous avez vu la rencontre entre le Good Luck et le Starball Club qui est votre équipe. Oui, c'est vrai que le championnat continue. Là, nous avons... C'est ce que je dis, c'est toujours un peu dans la philosophie que j'ai et que je retranscris quand je travaille en club, c'est-à-dire permettre aux jeunes de s'émanciper. Et là, vous avez, donc ce sont les jeunes filles qui sont en bleu au fond, ce sont des jeunes filles qui ont 16 ans pour les plus âgés et qui rencontrent des seniors. Donc vous avez des jeunes filles qui ont 3-4 ans de pratique, 5 ans de pratique de volleyball. Et au Good Luck, vous avez des filles qui ont une dizaine, voire une quinzaine d'années de volleyball. Donc c'est tout à fait différent. Mais le challenge est intéressant. Nous avons certes perdu 3-0, mais nous étions extrêmement contents de ce que nous avons fait, produit, même si effectivement il faut encore travailler, d'autant plus que ce week-end-là, nous n'avions pas notre passé titulaire et ce qui nous a considérablement diminué. Mais c'est ce que j'invite mes collègues présidents de club à faire. Les présidents de club, il faut que l'on installe, il faut oser, il faut mettre des jeunes, il faut leur faire confiance. Il ne s'agit pas tout le temps de glaner des titres, il faut aussi penser à la relève parce que qu'est-ce qui se passe globalement ? Le volleyball est un sport à maturité longue, comme on dit. Donc vous pouvez avoir des gens de 40 ans qui jouent au volleyball, mais que sont les gens qui ont 30 ans, 20 ans en dessous ? Ils ne jouent pas. Et donc ce sont des gens que l'on va perdre. Et donc au lieu de les perdre, nous allons à la Ligue de toute façon accompagner ces championnats pour qu'il y ait des championnats avec différentes poules et que ce soit ces jeunes que l'on retrouve, filles comme garçons, dans ces différentes divisions. Belle cohésion. Donc, il y a d'autres images que Marvin va nous montrer, Président. Je vous pose une question pour savoir ce qu'il en est. Allez. C'est à Monésy, on devait jouer contre la Mairie Sportive devait jouer contre Monésy. Et surtout qu'on n'a pas pu jouer parce qu'il pleuvait et le terrain était en mauvaise qualité. Alors, c'est un dossier que nous connaissons plutôt bien à la Ligue martiniquaise de volleyball. C'est un dossier que nous avons pris à bras-le-corps dès le début de saison. Je vais vous dire une chose aussi. Notre volonté n'est pas de sévir, d'empêcher les clubs de pratiquer, même s'il y a quand même quelques difficultés structurelles. Sur ce dossier, nous avons eu un très bon accueil de la mairie de Sainte-Luce. Une entente, une bonne écoute. Et donc, très rapidement, pour la deuxième phase dont on a parlé tout à l'heure, on attend la finalisation, les calendriers. Nous avons fait en sorte de demander à la mairie de Sainte-Luce et aux élus que l'équipe de Monésy puisse jouer en alternance avec l'équipe de l'Espoir de Sainte-Luce au hall de Sainte-Luce pour que ces événements ne nous arrivent plus. Parce qu'effectivement, ce sont des moments qui sont difficiles. Ce sont des moments que l'on
perd pas retrouvé, mais je ne reviendrai pas sur les débats des structures en Martinique, qui est capital. Et je pense que ces images contribuent à montrer les difficultés dans lesquelles l'ensemble des sports collectifs évoluent. C'est comme Sport le collectif Réunion, de salle. Comme Voilà. le Réunion Le Petit Temps, ça peut faire avec le RC Arlésien. Nous sommes tout à fait sur ce même créneau, nous travaillons là-dessus et je pense que dès la fin du mois de janvier, nous aurons donc la réponse positive pour que l'ensemble des matchs à domicile de FFP Montérégie se déroulent sous un hall à l'abri des intempéries. Mais je crois qu'il y avait aussi cette grande réunion avec le CITOSMA et puis aussi la CTM en ce qui concerne les infrastructures pour trouver éventuellement une issue peut-être favorable, mais dans combien de temps, on ne sait pas. Mais C'est ça, voilà. c'est là le problème. Les issues sont peut-être favorables, mais avec des échéances qui sont longues. Et vous savez, la patience de l'homme est parfois mise à rude épreuve. Ouais. Et ce que nous craignons, nous, à chaque fois, c'est que des clubs désistent parce qu'ils n'ont pas la structure, alors qu'ils ont les effectifs. Le club que vous voyez là est un des plus gros effectifs de la Ligue martiniquaise de volleyball et qui n'a pas d'infrastructure. Voilà. Et donc, je vous remercie d'avoir relevé ce point, Monsieur Marajo. Merci beaucoup. On va continuer avec les résultats, avec Philippe. Donc, on va commencer donc, à tout seigneur, tout honneur par les dames. Donc, à Trinité, donc, le Rayon a battu l'Empire 3-7-0. À Montérégie, donc, on a vu le match FFP Montérégie Mairie Sportive arrêté pour cause d'intempéries. Donc, l'Espoir de Saint-Luc a battu le volleyball club pilote 3-7-0. À Corridon, le Good Luck a battu le Starball club 3-7-0, comme nous l'avons vu. Et aux Anses d'Arlay, le match entre le RC Arlésien et la GS franciscaine a été reporté. Donc, ce qui donne au classement le Rayon de Petit As qui caracole en tête avec 26 points, devant l'Espoir de Saint-Luc 23 points. Troisième, le Good Luck 18 points. Quatrième, le FFP Montérégie 15 points, en compagnie du Starball Club. Sixième, le RC Arlésien avec 13 points. Septième, l'Empire avec 11 points. Huitième, les Gondulamentins avec 10 points. Neuvième, la Mairie Sportive avec 3 points en compagnie du Volleyball Club Pilotin. Et onzième, la GS franciscaine avec 0 points. Donc, on va passer donc, chez les messieurs. Donc, l'Espoir de Saint-Luc a battu à domicile donc, le Good Luck 3-7-1. À Trinité, donc l'Empire, donc le Rayon a battu l'Empire 3-7-0. Et le match entre le RC Arlésien et la JS franciscaine a été reporté. Ce qui donne au classement, donc là encore chez les hommes, le Rayon de Petit Anse en tête avec 20 points devant l'Espoir de Saint-Luc. Avec 24 points, autant pour moi, devant l'Espoir de Saint-Luc avec 20 points. Troisième, le Good Luck 19 points. Quatrième, le RC Arlésien avec 10 points. Cinquième, la JS franciscaine avec 5 points. Et sixième, l'Empire avec 2 points. Et voilà tout ce qu'il fallait savoir pour ce qui est des résultats de volley. On va continuer avec le basket, puisque c'était une journée en retard, la 7e journée, il me semble, entre le Golden Star et le Rebond Pilotin. Et Donc, victoire du Golden Star assez facilement, puisque ils ont gagné, il me semble, 90 à 55.
L'analyse est toute simple. Il y a une équipe du Golden Star, très bonne équipe, très belle équipe qui s'entraîne. Et une équipe du rebond pilotin avec des joueurs confirmés. Et on ne peut pas s'entraîner comme on veut. Donc on a un manque d'infrastructure. On s'entraîne à l'extérieur, donc forcément, tout le temps il pleut, donc manque d'entraînement, voilà. Donc on ne s'entraîne pas. Donc on ne s'entraîne pas, on joue les matchs sans entraînement. Voilà un petit peu l'analyse de la rencontre, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, en fait, cette rencontre-là, c'est une rencontre spéciale. On n'a pas l'habitude de jouer à 15h. Bon, c'est un match qui avait été reporté et qui a été reporté 2 fois. Donc on était contraint par le règlement de jouer cet après-midi. Maintenant, ça s'est fait. On a pu un peu mettre en place notre jeu, se mettre en jambes, ce qui n'est pas suffisant. Après, on verra ce que ça va donner pour le reste de la saison. Voilà, donc c'était Émile Fourlin, l'entraîneur du rebond pilotin, et Sylvus Touchette, l'entraîneur du Golden Star. Oui. Alors, on va poursuivre avec Léol. Oui. C'était sur le plan d'eau du Vauclin qui avait donc cette journée. C'était la 2e journée et c'était aussi un hommage pour cette reprise. Un hommage à Albert Aimé Ancienne, disparu en mois d'août dernier, qui était un fervent yoleur sur la yole du Vauclin et la yole Alizé Cinéma Madiana. Et c'était un hommage. Et c'est sa fille et son frère donc qui ont donné le départ. Et voilà donc Madame Morose, donc la présidente de l'association. Ce qui fait dans cette journée, UFR Chamflore a gagné les deux manches, ce qui donne au classement pour cette 2e journée, même si UFR Chamflore a gagné. Donc c'est Yolnet 2000, à savoir Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution qui totalise 8 points, qui est à la première place. Ensuite, au contraire, Leader Mat, 14 points. Association Vini Wessa, 17 points. 27 points pour UFR Chamflore qui se place à la 4e place. L'association GFA Caraïbes, 28 points. Rosette Orange, 20 points. SMEM Solar Inox Groupe Limites, 31 points. CTT MEDF, 36 points. McDonald's, 44 points. L'association Apprendre, 46 points. UMI Formation CFA Martinique RSMA, 47 points. Royal Fouille Martinique ADEP, 48 points. Élysée Restaurant Madiana Cinéma, 49 points. L'association Zizitata, 57 points. Monsieur Bricolet, 60 points. Et Prix Banamart, 64 points. Voilà, donc c'était pour les grandes yoles. On rappelle que c'était sur le plan d'eau du Vauclin pour cette 2e journée. C'était donc la reprise. Et la prochaine journée, ça va être en fin janvier. Merci Gisèle. On va à la Bella Chantecler. Comme vous voulez, si vous voulez. Parce que c'était la remise des champions. Oui, c'était la nuit de l'athlétisme organisée par la LMA. Et c'était l'occasion, effectivement, pour la LMA, et d'ailleurs, Dimitri était aussi présent, c'est vrai, c'était l'occasion pour la LMA de récompenser les bénévoles, parce que les officiels, les bénévoles, et puis toute cette jeunesse aussi, on en parlait tout à l'heure, et c'est vrai que au niveau de la Ligue, l'objectif, c'est aussi de former des jeunes, et c'était l'occasion aussi de récompenser tous ces jeunes juges, et juges départementaux, juges régionaux, et parmi eux, il y avait également le très jeune Nicolas qui a représenté la Martinique. On va peut-être voir les images. Oui, certainement. Voilà. Et là, donc, c'était Dimitri qui remettait le relais, le fameux relais. Dimitri, c'était une belle occasion, ça aussi. Exactement. C'était une bonne occasion de mettre en valeur un petit peu les résultats que les athlètes ont pu avoir lors des compétitions nationales. Et puis, c'était un excellent moment aussi pour remercier les jeunes bénévoles. On a besoin de jeunes comme d'anciens bénévoles sans qui les compétitions ne peuvent pas se tenir. On a besoin de personnes dans les différents postes. En athlétisme, on a énormément de spécialités, de spécificités. Et ça demande de l'expertise. Donc voilà les jeunes juges pour les téléspectateurs. Mais tu peux continuer, Dimitri. Oui, et en fait, des jeunes, je pense que plus jeunes ils sont formés, plus haut ils pourront aller dans leur parcours et à continuer d'accompagner les athlètes dans la qualité des résultats qu'on peut apporter. C'est différents types d'accompagnement, c'est l'anémomètre, c'est dans le bac à sable, c'est la chronométrie, il y a énormément de c'est les photos postes. Et tout ça. Ouais, exactement. Et c'est très très bien de pouvoir impliquer donc des jeunes dans ce registre-là, et notamment en vue de faire perdurer les prochaines épreuves, les prochains meetings, les prochaines compétitions. On souhaite revoir assez rapidement des compétitions d'envergure internationale sur le
le territoire. Et en fait, on se retrouvera dans un besoin d'accompagnement d'officiels, puisque, comme on le dit, la population est vieillissante et il faut justement pouvoir le renouveler. Donc c'est un beau chapeau pour les jeunes de pouvoir nous représenter aussi de ce côté-là. Alors c'est vrai qu'il y avait les jeunes, mais il y avait aussi les anciens, donc je ne sais pas si les images vont suivre. Il y avait des bénévoles, donc il y avait tous les officiels, donc il y a aussi les gagnants, donc Géraldine, le semi-marathon, mais qui est aussi une championne, qui est licenciée au Golden Star, et c'était l'occasion également de féliciter toutes ces personnes qui s'adonnent pendant tout le week-end pratiquement à courir sur les routes, à faire des trails, et on va voir également une autre remise de récompense qui va être très certainement après, je ne sais pas, le technicien va nous montrer. C'était la médaille d'or de la fédération. C'était voilà les différentes médailles. Et là, c'était la médaille d'or pour Crétinois. Donc c'est le frère d'Alic qui a eu la médaille d'or, puisque c'était l'occasion aussi pour la Fédération française d'athlétisme de récompenser tous les bénévoles. Donc il y a eu plusieurs médailles. Je crois que tu as... Oui, il y avait la médaille de bronze, à Jolie Marguerite. Chez les femmes, chez les garçons, Benoît Thierry, la médaille de bronze. Et la médaille d'argent, c'est Yolène Duval. C'est ça. Et pour les garçons, c'est Jean-Marc Dalma qui a la médaille. Et puis la médaille d'or, vous l'avez dit, à Claude Crétinois. À Claude Crétinois, dont son frère a récupéré donc, la médaille. Et c'était l'occasion également de valoriser et de montrer aux bénévoles que c'est important. Et on le disait tout à l'heure. Et je crois qu'il avait un mot important à dire. Marquant pour moi de vous remettre la récompense que vous méritez amplement aujourd'hui. Et puis à vous tous, merci de continuer de faire vivre l'athlétisme martiniquais et que vous voudrez pouvoir voir briller encore bien haut pour les prochaines années avec les prochains championnats du monde qu'on aura cette année et puis les Jeux Olympiques qu'on aura en 2024 à Paris, donc à la maison. Et donc je vous souhaite de vous retrouver au plus haut niveau très rapidement et pour pouvoir nous faire briller encore très longtemps et pendant plusieurs années. Merci beaucoup. Merci. Alors là, c'est vrai que c'est des messages forts pour cette jeunesse et c'était important aussi qu'ils aient cette écoute. Oui, c'est important parce que une accessibilité à des grosses compétitions comme ça paraît bien souvent lointain, mais avec la volonté, l'envie, les moyens qu'on peut avoir, que ce soit les moyens humains ou les moyens matériaux qui sont mis autour, ça peut être accessible. Et donc, c'est de montrer aussi que le rêve n'est pas qu'un rêve, il peut devenir réalité si on se donne les moyens d'y arriver. Et ces jeunes qui ont été récompensés, on peut leur donner cet espoir parce que nous aussi, on est passé par là et on a pu atteindre donc le haut niveau et il y a encore de très beaux exemples en activité toujours dans notre milieu et que de pouvoir continuer à espérer et s'entraîner pour se donner les moyens et arriver au plus haut niveau mondial. D'autres exemples, très certainement à l'écran, on va le montrer, c'est Démonia qui s'entraîne au club, au stade du Achille. Voilà un ancien qui est là depuis des années. Merci de ta présence ce soir, ça me fait chaud. Merci beaucoup, merci. Merci de tout le travail que tu fais. Aussi, je citerai Kennedy. Demandez-vous ce que vous pourriez faire pour votre association et non pas ce que votre association peut faire pour vous. Très important. Et puis, attention, la tête n'est pas dedans. La tête n'est pas dedans. Et puis, voilà donc le logo de la Ligue sur du bois blanc. La goutte d'eau, en fait, vous êtes des gouttes d'eau, vous êtes tous des gouttes d'eau et je tiens à remercier également parce que le calendrier est hyper chargé et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais appel aux officiels. Mais pour nous, au niveau de la Ligue ce soir, ça a été une belle réussite d'avoir récompensé les athlètes, les officiels et les dirigeants.
Nous le faisons chaque année, mais cette année, nous avons voulu effectivement changer de lieu. Et après ces 2 années de Covid et une année, je dirais, 2022 en demi-tête, il était normal pour nous ce soir de vouloir célébrer et récompenser tous ces athlètes. Alors la récompense que j'ai reçue ce soir, ça m'a fait vraiment plaisir de la part de la commission Rolling. Je ne m'y attendais pas, donc je suis très satisfait effectivement. Et puis voilà, ça a été une très belle soirée pour nous. Pour cette année, ce sont des vœux de réussite pour les athlètes, de réussite pour les dirigeants de club, que ça fonctionne bien. Et c'est des vœux de bonne santé pour tous les athlètes qui vont préparer les Jeux Olympiques, tous les athlètes, mais aussi des vœux de bonne santé pour tous les dirigeants de club. Et puis je dirais, c'est des vœux de pleine réussite vraiment dans tous les projets des associations. Voilà, donc c'est vrai que le président Chéri parlait de cette remise de récompense qu'il a eue. On n'a pas vu à l'écran, mais c'est vrai que la commission running qu'on préside, et on s'était dit que dans toute l'association, les présidents ne sont jamais récompensés. Hein. Ce sont eux qui prennent des coups, qui font tout pratiquement, et les présidents ne sont pas réellement récompensés. Et nous avons tenu effectivement à la commission running de récompenser, de dire merci au président Claude Chéri, surtout pour qu'il sache que c'est une équipe, on est soudés, et quelle que soit la situation, les présidents prennent beaucoup de bâtons, hein, des coups de bâton dans tout. Le président Rignal ne va pas me dire le contraire, et quand on est président, on pense beaucoup aux autres, mais on ne pense pas à soi, et voilà, et nous avions voulu à cette nuit d'athlétisme remettre au nom de la commission running, donc un présent au président Chéri. Voilà. Et puis c'est vrai aussi que Gisèle Richer ne pensait pas à elle. Et puis, c'est le piégé qui a été piégé. Voilà, elle a été piégée parce qu'on a remis aussi, comme vous l'avez vu, une surprise. Le président qui a... Oui, c'est voilà, des piégés. Voilà. Ça a été des piégés. L'arroseur arrosé, les piégés, absolument. On revient avec Dimitri. Dimitri, est-ce que quand vous voyez des jeunes, est-ce que vous leur donnez des conseils ou vous leur proposez de partir en France plutôt ? Alors, c'est quand même très délicat d'avoir une posture comme celle-ci. Moi, je suis parti déjà depuis plus de 20 ans. Je peux partager mon parcours avec les jeunes. Je peux surtout les conseiller dans l'engagement qu'ils peuvent avoir dans leur entraînement. Mais un départ, ça, je ne le recommande jamais. Pourquoi ? Parce que je pense que l'échange doit se faire avec l'entraîneur et son athlète. Et pas qu'avec l'athlète à part. Ça pourrait être mal interprété, même si c'est de la bienveillance. Je pense qu'il faut inclure impérativement l'entraîneur dans l'échange avec l'athlète, non pas en arrivant en sachant, mais en arrivant avec un vécu, une expérience, des compétences à partager, à ne pas prendre comme on va dire comme une bible, mais c'est un partage d'expérience, d'expertise pour accompagner des jeunes. Et puis si le choix de cet athlète au bout d'un moment de sa carrière, c'est de partir, eh bien, ça se fera naturellement pour des raisons personnelles, pour des raisons d'études, pour des raisons professionnelles. Il est possible qu'un athlète prenne cette décision. Moi, mon souhait principal, c'était de rester m'entraîner ici en Martinique. J'ai fait tout un gros parcours m'entraînant avec de superbes entraîneurs dont Roger Grandjounois a été le dernier en Martinique et qui m'a amené donc à pas mal de médailles internationales. Et puis au bout d'un moment dans ma carrière, pour mes études, pour le côté professionnel, il a fallu que je prenne la décision de partir en métropole pour me former. J'y suis resté jusqu'à maintenant. J'y travaille et je m'y suis épanoui. Tôt ou tard, je pense que je rentrerai, mais dans la vie d'un athlète, il y a des parcours qui sont un peu différents. Et donc, c'est pas une nécessité absolue dans un premier temps, en tout cas, ou même dans la continuité, pour un athlète de partir, de quitter l'île. On aura peut-être besoin de rafraîchir certaines installations, comme on a pu le voir sur le volleyball, parce qu'il y a pas mal de stades qui sont détériorés. Et le stade, c'est le premier outil d'un athlète avant les baskets. C'est une spécialité où on n'a pas forcément besoin d'énormément de matériel pour pouvoir courir. Et donc l'idée, c'est de pouvoir leur donner les moyens aussi de rester sur l'île. Président, rapide. Oui, rapidement. Vous les voyez de plus en plus jeunes à l'ICEP aussi?
Pardon? Vous les voyez de plus en plus jeunes quand ils viennent à l'INSEP? Ah oui, ils sont de plus en plus jeunes. On a des jeunes de la catégorie junior. Alors, on a très peu de cadets, à part les exceptions comme par exemple Sacha Zoya qui sont arrivés, ou Ladji Doucouré qui sont arrivés à l'INSEP très tôt, ou même Jimmy Vico que j'ai pu entraîner, qui arrivent très tôt. C'est à partir de la catégorie junior qu'on les voit rentrer dans un cursus où il y a les études qui sont adaptées avec un suivi médical, avec de la recherche, avec des spécialistes dans différents champs pour accompagner le sport de haut niveau. Et là, c'est vraiment quand on est dans le travail d'orfèvrerie pour aller chercher le plus haut niveau. Et bien souvent, ces athlètes-là restent des années sur les structures parce que on est dans le fer de lance du sport français. Rapidement, Président, qu'est-ce qu'il est prévu pour cette nouvelle saison 2022-2023, à part le championnat, la coupe? Est-ce qu'on aura de grandes compétitions? Alors, j'espère que nos amis caribéens vont nous faire part de leurs intentions de manière assez rapide, mais nous allons retrouver les championnats sans doute caribéens seniors pour cette année. Et nous essayons de toute façon de proposer aux volleyeurs et aux beach volleyeurs martiniquais le maximum de choses. Donc cela veut dire que l'on va se retrouver par exemple au championnat ultramarin que nous avons essayé en 2020 puis 2021 d'organiser. On connaît la suite malheureuse que nous avons eue cette année, qui seront délocalisés à La Réunion. Donc là aussi c'est un challenge. Les Réunionnais sont très très forts au volleyball et ça sera intéressant pour nous Martiniquais d'aller briller chez eux. De toute manière, les calendriers ne sont pas arrêtés. Le volleyball reprend de manière mondiale et je voudrais tout simplement dire que nous comptons beaucoup sur le développement du beach volley en Martinique, même si nos plages sont de plus en plus réduites, mais aussi faire un appel du pied aux autorités pour que les terrains se construisent à l'intérieur des terres, pour que l'on puisse développer cette discipline, parce que c'est vraiment une discipline en termes de structure qui est plutôt léger pour le volleyball, et je pense que tout à chacun, et d'avenir, ça c'est sûr. Le président de la NORCECA, qui est la confédération nord-américaine, nous dit que l'or est dans le sable. Donc ça veut tout dire. Et donc nous avons nous aussi intérêt en Martinique à travailler parce que les sollicitations sont extrêmement nombreuses. Rapidement vos vœux, Président. Eh bien, ce sont des vœux déjà de manière peu égoïste pour l'ensemble des sportifs martiniquais qui œuvrent et que vous mettez en avant chaque semaine. Je leur souhaite beaucoup donc de résilience et beaucoup de bons résultats. Et pour nos volleyeurs martiniquais, que la route continue, que l'on puisse travailler ensemble de concert et que l'on puisse, pour ceux qui en ont encore la capacité, aller au plus haut niveau du volleyball mondial. Dimitri, les vœux pour... Eh bien oui, je vais souhaiter à tous les téléspectateurs donc les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 et également à tout le monde sportif, toute épreuve confondue, toute spécialité confondue, de pouvoir continuer à briller et de surtout partager, se faire plaisir. C'est avant tout l'intérêt du sport, c'est vivre des moments d'émotion intenses pendant les prochains mois à venir pour cette année 2023. Voilà tout ce que je peux souhaiter. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe. Merci Gisèle. Tout le plaisir. Permettez-moi de remercier quand même Marvin et Grégory et surtout Manuela d'avoir réalisé cette émission pour nous. Voilà. Sportez-vous bien, prenez soin de vous.